Bonjour professeur Fraisse, je crois que je peux vous présenter comme cardiopédiatre, mais en plus une autre particularité, c'est que vous travaillez, je crois, à Londres, Oui. donc je crois qu'il faut que vous nous expliquiez. Alors, je suis effectivement londonien depuis presque un an et demi. J'étais en chef de service à Marseille et j'ai répondu à une proposition qui me permettait d'avancer dans ma carrière. Je suis chef de service donc, au Royal Brompton Hospital à Londres et en même temps, j'ai un statut de professeur à l'Imperial College. Sur le plan, alors je suis resté très francophile puisque non seulement, par mon passé, j'ai été président de la filiale de cardiologie pédiatrique congénitale pendant 4 ans. Sur le plan de l'organisation, je travaille avec plusieurs CHU comme Grenoble, Toulouse, qui est conventionné avec le Brompton, Montpellier et également l'hôpital européen Marseille. J'oserais vous demander, votre parcours géographique est impressionnant et finalement, est-ce que vous avez, à l'issue de ce parcours, pu faire des comparaisons entre l'organisation des différents systèmes au sein de la France, mais entre la France et l'Angleterre, bien sûr, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement et quels seraient vos souhaits pour la France ? En France, je dirais qu'il y a quand même un petit sentiment de gâchis parce que je pense qu'on a une des meilleures écoles de médecine au monde. Je ne vais pas faire de comparaison nominative. En tout cas, par rapport aux expériences, j'ai travaillé, j'ai été fellow à Harvard, à Boston. Là maintenant, je suis à Londres. On a une formation avec ce système de compagnonnage qui donne une expérience clinique à nos étudiants et qui nous permet d'avoir des médecins formés très jeunes et très bien formés. Le handicap que l'on a, et c'est pour ça que je dis qu'on n'est peut-être pas les meilleurs, les Allemands sont probablement meilleurs que nous, c'est qu'on ne bouge pas assez. Les Allemands sont obligés de faire des stages de mobilité dès leur externat, alors que moi, par exemple, il y avait des étudiants, il y avait notamment une étudiante, la fille d'un confrère qui est en carrière de médecine qui voulait venir à Londres, et ça lui a été refusé parce qu'il privilégiait, je crois, quelques projets humanitaires. Donc on a du retard en France par rapport à ça, au sein d'une formation qui est par ailleurs excellente. Et autre point qu'on peut tirer de votre expérience, est-ce que les cardiopathies congénitales, est-ce que vous avez le sentiment que ces cardiopathies sont suivies correctement, puisque maintenant je pense que j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de cardiopathies, de patients atteints de cardiopathie congénitale adultes que d'enfants. Oui, exactement. Alors, c'est là où c'est un autre handicap français. On a un problème à la fois d'organisation, avec un système qui est probablement un petit peu trop pyramidal, et ça c'est nuisible à une spécialité comme la cardiologie pédiatrique et congénitale, puisqu'il n'y a pas suffisamment de services en France, donc on dépend souvent de chefs de service qui n'ont pas tellement grand-chose à voir. Moi, je l'ai vécu à Marseille, malheureusement, avec donc cette spécialité de cardiologie pédiatrique. Et donc, il y a un problème d'organisation à résoudre en développant plus d'unités, plus de services et surtout en développant leur autonomie. Le deuxième problème d'organisation à résoudre, c'est qu'on fait une spécialité qui est à la fois transversale vers les autres spécialités, mais également verticale, on appelle ça le modèle vertical, puisqu'on suit les patients du fœtus jusqu'à la naissance. Mais ce n'est pas une seule personne qui les suit. On sait maintenant depuis longtemps que la transition est particulièrement importante, avec un patient qui, pendant les 18 premières années de sa vie, était chaperonné par ses parents, l'interlocuteur était les parents. À 18 ans, il doit se prendre en main, prendre lui-même des rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui ne se prépare pas du jour au lendemain. Et ça s'appelle la transition, ça dure plusieurs années. C'est bien développé en Angleterre. C'est très imparfaitement développé en France, où on a beaucoup de praticiens qui suivent les patients pendant toute leur vie, dans des structures pas nécessairement adaptées. Et dans un autre contexte, cette transition, ça s'appelait aussi l'adolescence, ce qui laisse deviner tous les problèmes que ça peut engendrer. Oui, après, la conséquence, ce sont des perdus de vue. La conséquence, ce sont des patients qui sont perdus de vue. Et comme le maître mot dans notre spécialité, c'est l'anticipation, eh bien, quand les patients sont perdus de vue, ils reviennent à l'hôpital quand ils ont des problèmes et c'est trop tard. Donc des spécialistes des cardiopathies congénitales adultes. Oui, c'est exactement ce qu'il faut développer.
des spécialistes des cardiopathies congénitales adultes et une collaboration aussi. Que certains arrêtent de penser qu'ils sont capables de suivre des patients toute leur vie. Alors moi je suis, quand je reviens en France, parce que j'ai encore quelques consultations en France, même si je fais principalement du cathétérisme, je vois des patients enfants, des patients adultes. Mais par exemple à Londres, à partir de l'âge de 13 ans, mes patients sont pris en charge par des infirmières de transition et par des praticiens congénitaux adultes. Et à partir de 17 ans, ils sont directement transférés dans l'unité des congénitaux adultes. Et ça se fait très bien. Ce sont des gens qui savent beaucoup mieux que moi anticiper les problèmes acquis qui peuvent se greffer sur les problèmes congénitaux. Ce sont des vrais spécialistes de cardiologie adulte et bien sûr de cardiologie congénitale en même temps. Fort de cette expérience, vous avez assisté ce matin à une session sur les cardiomyopathies de l'enfant. Et est-ce que je peux vous demander rapidement quels sont les points essentiels que vous en avez tirés ? Alors ça, c'est un autre exemple de collaboration entre les cardiologues pédiatres et la cardiologie adulte, puisque on bénéficie des structures, des centres de référence, notamment pour la génétique. Et on a eu, je dirais, deux messages forts. C'est un, au niveau diagnostic, il faut génotyper les patients pour les informer et également pour informer et diagnostiquer les collatéraux et leurs familles. Et le deuxième message fort, c'est l'agressivité de la prise en charge dans les cardiomyopathies de l'enfant. À la fois maintenant, comme on le fait chez l'adulte, mais pour des raisons techniques évidentes, c'est plus difficile chez l'enfant, l'implantation de défibrillateurs quand c'est indiqué et la transplantation également pour les cardiomyopathies restrictives qui sont de très mauvais pronostics, même si les enfants sont d'ailleurs pas toujours très symptomatiques. Là aussi, c'est le maître mot est un petit peu l'anticipation. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Un petit mot pour la fin peut-être ou... Un petit mot, c'est pas parce que je suis à Londres que je ne prends pas toujours autant, même encore plus de plaisir à venir à ce formidable congrès des journées européennes et à faire partie, soutenir la Société française de cardiologie qui a eu elle-même un support extrêmement important pour ma spécialité, pour notre filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale. C'est une formidable dynamique qui est unique dans notre pays, comme je pense ce congrès qui est probablement le congrès médical de langue française le plus important ou l'un des plus importants dans le monde. Voilà. Merci beaucoup.